vous accueille tous les trois. Si vous vous présentez peut-être pour commencer. Michel Briand. Moi j'ai été élu au numérique sur Brest durant 3 mandats, et puis il faut laisser la place à d'autres, donc j'ai arrêté après. Et j'ai participé, comme j'ai indiqué tout à l'heure, au Conseil national du numérique. Et j'ai animé donc le réseau de la médiation numérique qui s'appelle Créatif pendant une dizaine d'années, et qui a essayé justement de mettre en réseau les acteurs au niveau national des médiations numériques. Donc moi je m'appelle Laurent Hamon, moi je suis conseiller municipal de Rennes, délégué aux usages du numérique et également conseiller communautaire de Rennes Métropole. Donc Damien Mongarme, je suis conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine et vice-président aux usages du numérique. Et donc du coup ma première question, ce que je vous propose peut-être en commençant par toi Damien, c'est questionner un peu sur l'existant aujourd'hui en termes de médiation numérique, ou les projets actuels du département, et peut-être la façon dont il pourrait y avoir une vision partagée avec d'autres échelons territoriaux. C'est une question qui peut être très vaste. Tout à fait. Donc je vais essayer de faire très bref. En fait, on s'est rendu compte, comme tout à chacun, que le département reste un service de proximité, un peu présent partout sur le territoire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent frapper de plus en plus souvent aux portes des CEDAS, comme aux portes des mairies, ou qui peuvent exister pour dire aujourd'hui je suis en difficulté pour faire telle ou telle opération numérique. On avait deux réponses possibles, soit la réponse de dire c'est pas nous, c'est l'État, c'est la CAF ou je sais pas qui, soit c'est essayer d'apporter une réponse plus satisfaisante. Donc on a lancé un grand travail de réflexion pour voir déjà ce qui existait au sein du département, et on s'est aperçu qu'on était un peu les Monsieur Jourdain de l'inclusion numérique. Il y avait énormément de choses qui étaient faites avec des animateurs de proximité qui travaillaient avec Pôle emploi par endroit, avec des centres de réinsertion par d'autres. Il y a énormément de choses qui étaient faites aussi sur repenser l'accueil inconditionnel, etc., etc. Donc on a voulu essayer de remettre un peu de sens pour que tout le monde ait une bonne visibilité de ce qui existe et pour aller vers un même sens. Donc ça s'appuie sur différents travaux, ce que j'ai insisté, mais aussi le SDASP, par exemple, la personne du Finistère en parlait tout à l'heure, pour essayer de voir justement, dans le cadre du schéma départemental d'amélioration à l'accessibilité aux services au public, comment on pouvait essayer d'identifier tout ce qui existait. On a regardé aussi un peu partout sur le territoire qu'est-ce qui existait, et on se rend compte qu'on a pléthore d'acteurs, mais vraiment énormément. Il y a certains quartiers, par exemple le Blône, sur quelques centaines de mètres, on trouve 15, 16 acteurs, associations qui font de l'inclusion numérique. Dans toutes les communes, il va y avoir des réflexions qui sont faites. Ici, un Fab Lab, là, une mairie qui met en place un service d'accompagnement pour les impôts en ligne, etc., etc. Donc le gros problème, par contre, c'est que les gens ne se connaissent pas, ou très peu. Il y a bien sûr des endroits où il y a des réseaux qui se font, des réseaux de proximité. Après, la question, c'est comment faire pour que les idées des uns soient connues des autres. Comment faire pour, quand j'ai une personne qui soit en face de moi, je puisse la rediriger vers le bon service. Et donc, on a élaboré un plan d'inclusion numérique qui est tout neuf, puisqu'il a juste été voté il y a un gros mois maintenant, qui a pour objectif d'essayer justement de faire de la mise en réseau de l'ensemble de ces acteurs. Pas une notion de chef de file, parce qu'on en parlait ce midi, moi j'y crois pas du tout, c'est plutôt essayer vraiment de faire en sorte que les acteurs qui existent se connaissent, puissent échanger, qu'on puisse s'adapter aux différentes tailles de territoire. Par exemple, quand un acteur communal travaille bien, fonctionne bien, il n'y a pas de raison de lui dire non, c'est pas vous, ça va être au niveau de la communauté de communes. Quand une communauté de communes s'empare du sujet, il n'y a pas de raison de lui dire bah non, on va se découper autrement et on va fonctionner sur un pays ou sur une commune. Donc c'est plutôt s'appuyer sur les réussites et essayer de faire en sorte que ça marche bien et essayer de partager et faire partager les bonnes idées. Il y a un exemple très pratico-pratique. Moi j'ai un maire d'une commune qui avant mettait à disposition son secrétaire de mairie pour faire la déclaration d'impôt papier. Donc il faisait un travail, crayon de papier, sur le document papier pour accompagner les personnes. Mais après, la personne rentrait chez elle, elle réécrivait ça au propre, elle signait, elle envoyait. Quand on est passé au numérique, il a dit bah non, on arrête, parce que c'est trop engageant d'avoir une personne qui clique à la place d'eux. C'est comme s'il remplissait tout, il signait, il envoyait. Donc il y a un peu ce service qui a disparu. A l'inverse, j'ai un autre territoire, le maire avait la même problématique. Et ce qu'il a fait, c'est il s'est dit bah, tiens, je vais embaucher un avocat fiscaliste une demi-journée toutes les semaines, et qui allait accompagner la personne. On a le secret professionnel, on a la relation de confiance qui est là, la personne après peut être mandatée, aller cliquer, etc. Et ça, en reparlant en premier, il a dit mais c'est génial, je vais faire pareil l'année prochaine.
Donc on se rend compte que c'est bêtement des fois, et on est très loin de l'outil numérique en tant que tel, hein, c'est juste les petites bonnes pratiques, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que les uns et les autres se connaissent et échangent les bonnes idées. Donc là-dessus, on est en train de décliner ça, et je vais faire très court, mais en différents points d'action qui vont être, par exemple, l'outil de cartographie que vous avez vu ce matin. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit derrière, donc, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une cartographie participative où nous, on veut mettre à disposition un certain nombre d'outils, une notion un peu de boîte à outils pour se dire les uns les autres s'en emparent et voir, tiens, le réseau, est-ce qu'on a besoin d'une carte? Si oui, voilà, on essaye de le mettre, on va compléter, on va rajouter de la donnée. On va essayer de faire avec le moins de modération possible, donc ça se base vraiment sur une vie de communauté libre de l'ensemble des acteurs. Et puis on voit comment les gens s'en emparent. Après, pourquoi pas réaliser, si certains décident de faire, je dis n'importe quoi, s'il y a un acteur qui a fait un MOOC pour accompagner de la formation à je ne sais pas quelle thématique numérique, comment faire sa déclaration d'impôt en ligne, je ne sais pas si ça peut exister, et pourquoi pas la mettre en licence libre et la partager. Donc l'idée, c'est plutôt essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas se créer une boîte à outils aussi pour que les uns les autres s'en emparent, soient enrichis par tous et puissent propager un peu tout ce qui est fait. Donc tout un travail de documentation aussi qui sera à faire, etc. Donc vraiment un gros travail d'animation en réseau de l'ensemble des services. On l'a vu, il y a 450 points qui ont été identifiés un peu partout, donc c'est après essayer de faire en sorte que les uns et les autres puissent avancer là-dessus. Je vois une dame qui lève la main. Je pensais plutôt oui. D'abord une première intervention des trois personnes, et puis voilà, les trois intervenants. Et puis, Michel, Ouais. Moi, la proposition que je voulais faire, et qui serait un peu à la fois une suite de ce qu'on a mené sur Brest, c'est de passer d'une action, un peu d'une politique publique, à un commun. C'est-à-dire que, comme il a été dit plusieurs fois ici, il y a beaucoup d'acteurs sur un territoire. Mais, comme il a été dit aussi, les acteurs ne se connaissent pas toujours. Et l'idée d'un commun, un exemple classique, c'est un jardin partagé où les gens gèrent ensemble une ressource selon des règles communes. Donc la proposition serait simplement sur un territoire, alors qui peut être fois variable, ça peut être un bassin de vie comme le Pays de Brest, mais ça peut être aussi une communauté de communes, de rassembler tous les acteurs à l'initiative d'une collectivité, parce que la collectivité, je dirais, a légitimité pour ça, et de faire le point déjà de tout ce qui existe et de ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que par exemple, quand un collège ou un lycée dématérialise, est-ce qu'il met en place quelque chose pour les familles, en particulier les familles monoparentales, qui ne savent pas se connecter à Internet? Est-ce qu'il y a une alternative? Je dirais donc la dématérialisation, c'est large. C'est pas simplement l'État, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi d'autres acteurs qui pensent bien faire et qui parfois ne pensent pas aux conséquences. Donc essayer de faire le point de tous ceux qui interviennent sur l'inclusion numérique et de tout ce qui se fait en termes de dématérialisation, pour avoir un point de vue partagé. Et une fois qu'on a ce point de vue partagé, qui est un simple diagnostic, mais pas un diagnostic à la mode de la Caisse des dépôts où on fait intervenir un prestataire extérieur. C'est un diagnostic fait ensemble par les acteurs du territoire, avec de l'animation, parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais il y a des gens qui font de la facilitation et de l'animation. Il y a plein d'auto-entrepreneurs ou d'assos qui travaillent là-dessus, et c'est pas dur de trouver des gens qui aideront à faire ce diagnostic. Et ensuite, une fois que ce diagnostic est fait, on regarde les trous. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Et comment on peut y arriver? Par exemple, sur un territoire, comment on accompagne les travailleurs sociaux, comment on est présent sur les quartiers populaires, etc. Sachant que notre expérience sur Brest, c'est que c'est du très long terme. On a mis par exemple l'Internet pour tous dans les quartiers, à raison d'un quartier par an. Un quartier, c'est un groupe HLM, c'est à peu près 500 à 1000 foyers. Et on n'en fait qu'un par an, parce qu'à chaque fois, il faut une année à temps plein pour installer les ordinateurs chez les gens, pour aider les gens à passer le visa numérique de la région Bretagne, etc. Et on avait à peu près sur 500 foyers, on avait 50 qui passaient le visa numérique, 50 qui acquéraient pour la première fois un ordinateur. Et donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça, et donc ça ne se réglera pas en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. C'est vraiment du travail sur du long terme. Et les communs, c'est aussi ça, c'est cette idée, un commun, on en prend soin. C'est-à-dire que tout le monde se reconnaît là-dedans, on en prend soin, et justement, on le fait vivre.
On regarde où on en est et on essaye de l'avancer. Donc moi j'avais fait cette proposition de commun dans la concertation sur le numérique. Il y a eu beaucoup de commentaires qui étaient d'accord avec ça. Malheureusement, bien sûr, l'État n'a pas retenu ça. Alors bien sûr, la rencontre à Nantes s'appelle Numérique en commun, mais c'est un titre. Par contre, aller dans du commun, c'est-à-dire accepter que la gouvernance soit partagée et que ce n'est pas l'État d'en haut qui fait quelque chose et au niveau d'une collectivité, que ça veut dire que les travailleurs sociaux, les gens qui travaillent à la CAF, aussi bien que les gens qui sont dans les centres sociaux, dans les points d'accès public, chacun amène son point de vue et on partage nos points de vue et on construit une politique publique. Et ce que j'ai tendance à me dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle effectivement de cahiers de doléances pour d'autres sujets, sur le numérique, on pourrait peut-être aussi se poser la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler sur un territoire l'ensemble des acteurs et co-construire une politique publique? Sachant que dans la plupart des cas, quand on regarde le nombre d'emplois qui sont donnés par l'État sur la médiation numérique, il n'y en a pas grand-chose. Les collectivités, certaines font un petit effort, mais même à Brest, où il y a 100 points d'accès public, il n'y a quand même qu'une dizaine d'emplois de la collectivité. 90%, ce sont des assos, c'est les Restos du Cœur, c'est plein de gens qui s'impliquent. Et donc, ces gens qui s'impliquent, ils ont le droit à la parole, ils ont le droit aussi à proposer des choses. Donc voilà, mon idée un peu, je termine là-dessus, c'est de considérer la médiation numérique sur un territoire comme un commun, ou au moins de l'expérimenter sur un territoire qui serait partant. Merci Michel. Laurent, du coup, sur la ville de Rennes. Alors, je ne sais plus la question de place. départ. Alors, quels sont les dispositifs en place, ceux qui fonctionnent bien, et voilà, ceux qui demanderaient peut-être à être réévalués, et puis comment est-ce qu'ils peuvent s'articuler effectivement dans une dimension territoriale avec d'autres échelons d'intervention. Je pense que sur la question de dématérialisation, je pourrais vous vendre la politique de la ville de Rennes, vous dire on fait tout super bien, et il y a plein de choses qui se sont faites, et il y a plein de choses qui se feront. Toute la question auquel aujourd'hui on est confronté, j'ai aimé ton intervention sur ce que tu as dit sur la politique du gouvernement actuellement qui est de tout dématérialiser et à une échelle assez rapide. On voit qu'on a un décrochage et qui n'est pas forcément que sur les publics, et ça a été dit, j'ai apprécié ce que tu as dit là tout à l'heure, Jacques-François, sur l'ensemble de ton intervention. On va avoir un véritable décrochage qui va se faire, et pas que sur les populations auxquelles on s'attend forcément. Aujourd'hui, je pense que la question, il va falloir qu'on se mette tous ensemble, et ce que tu as dit tout à l'heure sur la proposition que tu as faite, je pense qu'il faut vraiment qu'on la retienne et qu'on se parle plus. Et c'est vrai que nos strates de collectivité, on ne se parle pas assez. Finalement, c'est lors de ces tables rondes là qu'on se parle. Non, mais c'est vrai. Il faut qu'on le dise. Et nos services, les services de la ville de Rennes, de la métropole, ou du département ou de la région, finalement, il faut déclencher ce type de réunion pour se parler et se dire et voir qu'est-ce qui fait du commun et qu'est-ce qui fait du sens ensemble. Et on arrive à aujourd'hui à ce que l'État dématérialise très vite, ne propose plus du tout de services physiques. Et finalement, ce sont les collectivités territoriales qui deviennent à faire de la médiation numérique. On récupère en fait tout le monde pour expliquer comment fonctionnent les sites de l'État. Et y compris les nôtres aussi, parce qu'on a une proportion à inventer aussi des usines à gaz très souvent. Et on a une richesse qui est dingue, c'est-à-dire que si je prends sur Rennes, on a 19 espaces publics numériques. Sur une ville de un peu moins de 220 000 habitants, 19 espaces répartis sur tous les quartiers, donc géographiquement assez bien dispatchés. Sur le territoire élargi de Rennes Métropole, on a une quinzaine de Fab Labs, très dynamiques. On a un EduLab à l'université de Rennes 2, on a une coopérative pédagogique numérique qui se monte dans un lycée, un collège pour acculturer également le côté enseignant. Mais je me dis que avec toute cette richesse, là, on a quand même des capacités à faire mieux aujourd'hui, parce que ce qu'on a fait, à la date où moi je vois les choses, je trouve que c'est pas très lisible, finalement, pour notre public, pour nos concitoyens, ce qu'on a fait n'est pas très lisible. Je le dis au regard, la semaine dernière, c'est cette semaine ou la semaine dernière, est paru dans Ouest France un article qui dit « Google Atelier a formé 8000 personnes sur Rennes ». C'est dingue. 8000 personnes sur Rennes, 8000 Rennais ou même peut-être métropolitains sont formés sur Rennes.
un acteur privé, mais peu importe, il pourrait être aussi public. Enfin, je veux dire, il y a une vraie question de communication, de lisibilité de notre service public, et là, je pense qu'il y a des choses à faire. Nous, en tant que ville, on est sur de la politique vraiment de proximité, du quotidien, des choses vraiment très terre-à-terre, moins de politique structurante, on va dire ça comme ça, bien qu'on le prenne en compte. Je vais vous donner une expérience qui a été faite. On a pris, voilà, quelques mois, quelqu'un pour tourner dans nos espaces sociaux, et on a appelé le métier, sa fonction, d'être informaticienne publique. Comme un écrivain public, là c'était informaticienne publique. Son rôle était de se mettre dans un coin, de dire voilà, je suis à votre disposition si vous avez le moindre souci sur la question du numérique, si vous avez des questions à me poser, etc. Et j'avais besoin de ça pour qu'on s'alimente sur c'est quoi les questions du quotidien finalement qui se posent sur la question du numérique. Parce qu'on dit voilà, les sites sont difficiles d'accès, etc. Mais comment le mesurer? Comment le faire très concrètement? C'est quoi? Le palmarès, ça a été dit tout à l'heure, qui est arrivé, toute tranche d'âge confondue, c'est la question des mots de passe. C'est-à-dire que, je parle que du public, hein, enfin, d'accès aux services dématérialisés, hein, pour une ville, un département, service de l'État, c'était les mots de passe. Tout le monde avait créé plein de mots de passe partout, on s'en souvient plus, c'est difficile, un coup c'est en haut à gauche, un coup c'est en haut à droite, enfin, très compliqué. Et on voit que l'État a quand même mis en gestation quelque chose d'assez intéressant qui est France Connect. Et là, nous, on le sentait venir, mais là, on l'a eu en confort, on se l'est fait conforter. Hein. Un échantillon d'à peu près 300 personnes. Pour vous dire, hein, les choses nous sont remontées, c'est à peu près 300 personnes, mais ça nous a donné déjà un petit peu de choses. Et donc là, on a décidé que tous nos services soient compatibles France Connect. Déjà, pour essayer d'unifier, rien que sur nos éléments, rien que sur les choses, c'est plus d'une vingtaine de services dématérialisés, matérialisés lourds, hein, une ville. La deuxième chose, très concrète, c'était un engagement que j'avais pris sur le mandat, c'était de se dire, d'essayer de créer un service universel du numérique. C'est-à-dire d'avoir toute la chaîne de valeur, à savoir la question d'avoir un Internet pas trop cher, d'avoir un matériel pas trop cher, et surtout de travailler sur la question de l'accompagnement. Et c'est là d'ailleurs avec le département, on est parti sur la phase du milieu, c'est-à-dire sur la question de trouver un équipement pas cher. Et en fait, on recycle les ordinateurs d'une collectivité, et on fait appel à une entreprise sociale et solidaire pour le faire. Ça a généré un emploi. On revend à pas très cher les ordinateurs. Et c'est quand on s'est mis autour de la table qu'on s'est dit, bah oui, mais comment on fait phase 3, c'est-à-dire l'accompagnement. Et c'est là où on s'est vu qu'on n'était pas foutu capable de savoir, finalement, à l'échelle même d'une métropole, tout ce qui a été fait en termes du numérique. Et c'est là où j'armais, en fait, pour vous, et c'était super que vous puissiez la faire, cette fameuse carte de qui fait quoi, où, parce qu'on voyait bien que sur notre accompagnement, on voulait travailler quelque chose. Là, on va y arriver, c'est-à-dire qu'on va faire un Internet à 2-3 euros. On va le tester sur un parc social, là, sur un quartier, avec un partenariat avec opérateur. Et maintenant, on veut travailler sur la brique d'accompagnement. Mais sur la brique accompagnement, d'être plus, et ça a été dit tout à l'heure sur la diapositive, sur la question de partir d'abord de l'estime de soi. Et ça, on n'accompagne pas pour expliquer le truc du machin, mais c'est de redonner de la confiance aux gens, de leur redonner, de dire qu'ils ont déjà des savoirs. Il faut simplement remettre en route les choses. Donc là, aujourd'hui, nous, on est dans les prémices d'une redéfinition de feuille de route d'inclusion numérique de façon plus globale, avec une recherche d'efficacité, à savoir qu'on a plein de lieux. En gros, j'ai fait les chiffres et je crois que je n'ai pas tout mis bout à bout, mais on met un peu plus d'1 million d'euros sur la table par an sur ces questions-là. Et je me dis, mais on a peut-être à travailler plus en collaboration avec nos échelles. On est sur les mêmes bassins de vie, on parle avec les mêmes publics. Peut-être qu'on peut travailler, d'être plus efficace ensemble. Donc là, nous, on retravaille là-dessus, à savoir sur les publics et également à ceux qui travaillent pour ces publics, c'est-à-dire se mettre en réseau. Quand je dis se mettre en réseau, c'est-à-dire se créer des boîtes à outils, mais créer ensemble, et non pas chacun sa petite boîte à outils. Voilà, après on va rentrer plus dans le... Je ne vais pas être trop long. Merci.
Du coup, cette vision de l'articulation, voire même de la mutualisation d'un certain nombre d'outils et de dispositifs, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire sur la façon dont on pourrait envisager des parcours de capacitation des gens sur les différents territoires? D'abord, effectivement, pour résoudre les situations d'urgence qui sont liées à l'accès au droit, et derrière, pour acquérir des compétences numériques. Damien, Mais c'est la question qui était évoquée tout à l'heure aussi, c'est savoir de quoi on parle. Parce qu'une personne qui est en difficulté dans le numérique, ça ne veut rien dire. Ce que disait tout à l'heure Jean-François, c'est est-ce que quelqu'un n'est pas en capacité de faire une démarche sur Internet auprès d'un service public, ou est-ce qu'il n'est pas en capacité de chercher de l'emploi sur Internet, ou est-ce qu'il n'est juste pas en capacité de communiquer avec sa famille, etc. Donc il y a plein de réponses qui peuvent être très différentes en fonction à ça. Donc là, je rejoins ce que disait Laurent, c'est essayer de mettre des mots aussi sur un problème, essayer vraiment de comprendre quelle est l'attente et le besoin réel de la personne en face. Je donnais en rigolant l'exemple de ma grand-mère qui, si on lui demande de faire sa déclaration d'impôt sur Internet, on ne va pas lui proposer une formation de 20 heures avec un équipement pas cher, elle n'en voudra pas. Donc l'idée, c'est plutôt essayer d'adapter aussi le parcours à la personne qui est en face. Donc ça veut dire essayer de poser le bon diagnostic, mais c'est aussi se mettre d'accord sur les bons mots entre tous les acteurs du territoire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà assez compliqué parce qu'on n'imagine pas la même chose derrière une personne en difficulté. On parlait d'urgence numérique ou des fois, il faudra faire à la place d'eux. Ça, on ne va pas se leurrer. Je pense que, si je reprends l'exemple de ma grand-mère, je l'utilise beaucoup, mais bon, à 90 ans, il faut quelqu'un qui va aller l'aider pour faire sa déclaration d'impôt sur le revenu, pour faire sa demande d'assistance à domicile ou des choses comme ça. Par contre, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arrive à 30 ans, qui est en difficulté pour faire ça, on se dit tiens, il y a peut-être l'inscrire dans un vrai parcours professionnel, où là, il y a peut-être une réflexion à mener entre toutes les activités, ou par exemple avec la région Bretagne, se dire là, cette personne-là, dans le cadre de son parcours et de son insertion professionnelle ou de son employabilité, ça pourrait être intéressant de lui proposer quelque chose pour l'aider et répondre à sa problématique aujourd'hui, pour laquelle elle est venue exprimer un besoin, mais aussi éventuellement pour la former et qu'après elle puisse réutiliser ça dans son emploi de tous les jours. Donc je pense que c'est un peu l'enjeu fort, c'est essayer de bien peser le besoin de la personne qui vient en face pour après lui proposer la solution idéale. Et ça, c'est un vrai travail qu'il faut que tous les acteurs mènent pour parler le même langage, puisque chacun réinvente la roue de son côté. Je vois au département réfléchir à un certain nombre d'outils pour essayer de comprendre les besoins que peut avoir la personne en face. Des agents l'ont déjà fait dans des agents départementales, par exemple certains ont mis en place des questionnaires très pratico-pratiques qui permettent de comprendre le besoin réel de la personne. J'ai rencontré des associations ou même des fondations d'entreprises qui ont refait leurs propres outils. Des outils existent au niveau national par des associations, etc. Donc il y a peut-être aussi à travailler ensemble sur cet outil de diagnostic pour ensuite proposer les bonnes solutions derrière. Parce que là, on est déjà chacun avec un vocabulaire propre, très techno souvent, ou on met des mots qu'on peut derrière. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de définition commune là-dessus. Ok. Laurent, qui pourrait poser ce diagnostic? Je crois à ce que vient de dire tout à l'heure Michel, sur le fait que sur le diagnostic, les salariés qui travaillent sur ces questions-là sont, je pense, de bons relais. Moi, je ne suis pas un professionnel. En tant qu'élu, je ne me positionne pas comme ça. Je ne suis pas celui qui va dire la bonne parole, celui qui va. Je suis un médiateur, je suis un facilitateur. Les professionnels, je vais aller voir ceux qui travaillent sur ces questions-là. Il faut qu'on se mette ensemble. Ce que tu fais au sein du TILAB, laboratoire d'innovation publique, est un très bon outil, je crois, dans l'esprit, dans le concept de savoir mettre les gens autour de la table et de discuter ensemble. Et les solutions, elles apparaissent, elles sont assez évidentes. Ce que vient de dire tout à l'heure Jacques-François est assez éclairant. Et quand je me dis, mais des élus n'ont pas capté ce qui est écrit là, je trouve ça délirant. Je me dis, ils ne sont pas à leur place. Ce qui est dit là, c'est vraiment important, parce que c'est ça qui doit nous faire bouger les uns et les autres. Et derrière, avec une recherche d'efficacité. Il faut qu'on soit plus efficace. Donc, qui peut faire le diagnostic? Bien évidemment, je pense que le département peut être un peu... Tu as peut-être dit que tu n'aimais pas le mot chef de file, c'est vrai, mais il faut bien qu'il y en ait toujours un qui déclenche un peu l'affaire. La compétence sociale, et surtout
surtout celle elle est forte au sein du département, pourrait nous embarquer à notre échelle, là, sur laquelle on est, d'aller chercher ceux qui travaillent dans les espaces publics numériques, ceux qui travaillent dans les espaces sociaux communs, de nous faire remonter toute cette matière avec les solutions, en nous faisant des propositions de solutions. Moi, mon rôle d'élu, c'est d'aller chercher l'argent pour qu'on puisse réaliser, de voir si ça correspond bien au cap et aux valeurs qu'on a envie de porter. Voilà, enfin, je pense que c'est vraiment ça. Michel? Alors, pour compléter, hein, dans le même sens aussi, ce que vous avez indiqué, je pense qu'il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques. Il y a beaucoup de savoir-faire. Le problème, c'est que vous cherchez aujourd'hui. Où est-ce que vous trouvez publier ces savoir-faire des personnes? J'ai essayé, quand j'étais élu sur Brest, de développer le donner à voir, c'est-à-dire amener les gens à raconter ce qu'ils font, à raconter les bonnes pratiques et ce qui les valorise aussi. Et c'est difficile parce qu'à l'école, on a appris à cacher notre copie, on a appris à être en compétition, on n'a pas appris ni à coopérer, ni à donner à voir. Et là, il y a tout un travail, aujourd'hui, à mon avis, à faire par tous les acteurs, pour que, je vais citer quelques noms sur Brest, que Régine, qui depuis 10 ans fait de l'accompagnement de Pôle emploi dans le quartier politique de la ville de Kérorien, elle puisse raconter ce qu'elle fait. Elle n'a pas forcément le temps, l'envie d'écrire. Il faut l'aider. Et puis Monique Argouache, que Pascal connaît aussi, sur tout ce qui est comment on redonne confiance à des jeunes du dispositif Relais pour effectivement qu'ils reprennent le goût à apprendre. Elle écrit, donc c'est bien, mais il y a plein de gens comme ça qui ont des choses à dire. Donc je pense qu'on a besoin de cette phase dans laquelle on donne la parole à ceux qui font. Et leur donner la parole, c'est aussi leur donner confiance en eux, c'est aussi leur donner après la possibilité d'intervenir dans des débats publics ou dans des travaux, effectivement, où on prendra en compte ce qu'il dit. Et c'est un changement de posture, c'est-à-dire que la gouvernance n'est pas d'en haut, elle est avec les personnes. Et donc, c'est comment, effectivement, on fait ensemble quelque chose, comment les collectivités territoriales acceptent quelque part de lâcher prise. De ne pas simplement être en contrôle, en, je dirais, décision, en orientation, mais en co-construction d'une politique publique. Parce qu'aujourd'hui, en Bretagne, il y a quand même des choses qui marchent avec le visa numérique, et il y a des pratiques sociales qui existent, et il faut partir un petit peu de tout ça qui existe, et des besoins. Entendre les besoins des travailleurs sociaux, entendre effectivement. Et moi, je suis persuadé que sur des dizaines de CAF, des centaines de centres sociaux, il y aura toujours quelques-uns qui ont des bonnes pratiques à raconter. Et on en parlait aussi avec Laurent tout à l'heure. Il va y avoir au mois de janvier un remix des centres sociaux sur Rennes, s'appuyant sur le Carrefour 18, c'est ça? Le Carrefour 18. Ouais, sur le Carrefour 18, où effectivement des centres sociaux vont, à la manière, et Benoît y participe aussi, à la manière d'un musée, d'une bibliothèque, vont se remixer. Je crois que c'est important aussi de pouvoir dire, voilà, remixons effectivement l'inclusion numérique, remixons un centre social, regardons ce qui marche pas, quelles sont les nouvelles attentes d'aujourd'hui et comment on pourrait les faire. Donc c'est un changement de posture dans ce que moi j'appelle une démarche contributive, c'est-à-dire une démarche où on fait avec les gens, où on est en attention et où on donne à voir. Mais c'est possible, ça marche. Et ça crée du plaisir, parce que la coopération, c'est du plaisir. Je trouve qu'en plus, ça secoue aussi le mode de fonctionnement traditionnel, parce que souvent, on a tendance à regarder l'État en disant l'État est jacobin, décide à Paris, il veut appliquer partout. Sauf qu'après, nous, dans chacun de nos territoires, on va faire pareil. Donc on va décider à Rennes, on va appliquer partout en Ille-et-Vilaine, on va décider place de la mairie, on va l'appliquer partout dans Rennes, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on se force aussi à se dire, non, les idées peuvent venir de la base, on peut expérimenter. Moi je milite beaucoup pour un droit à l'expérimentation, tester, et que ce qui va être fait au nord-est du département ne sera pas la même chose que ce qui est fait au sud-ouest. Il n'y a pas de raison que nos territoires soient uniformes, et il y a des acteurs différents et des fonctionnements différents. Et je pense que ça secoue aussi les décideurs là-dessus. Il faut qu'on apprenne à peut-être se laisser embarquer par les bonnes idées et se dire il y a ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et même tu disais échanger les bonnes pratiques, mais je reprends ce qu'avait dit Pascal quand on en avait parlé. Il dit non, il faut déjà échanger les pratiques tout court. Parce que quelque chose peut être une bonne pratique à un endroit et une mauvaise ailleurs. Et vice-versa, il peut y avoir quelque chose qui n'a pas marché à un endroit qui pourra servir ailleurs. Donc je pense qu'un enjeu aussi, c'est de faire en sorte que les initiatives des uns et des autres soient partagées et soient connues et qu'on fasse de la publicité là-dessus.
Ce qui n'est pas forcément facile, parce que ça sort un peu des cadres habituels de tout penser, tout réfléchir, de l'égalitarisme sur l'accès partout sur le territoire, de faire en sorte que la politique va être partout la même et qu'un citoyen à un endroit aura le droit à la même chose qu'un citoyen ailleurs. Mais si on se dit, on peut expérimenter, on voit comment ça marche, c'est-à-dire accepter le droit à la différence aussi. Non, mais je suis complètement en phase. C'est du lâcher prise, y compris pour nous, et de lâcher du pouvoir. Parce que être élu, c'est avoir une petite parcelle du pouvoir, et c'est de redonner du pouvoir aux citoyens et du pouvoir d'agir. Faut-il que, quand on consulte nos concitoyens, quand on les fait travailler avec nous sur l'élaboration de politiques publiques ou de services qui sont à monter, faut-il que l'engagement soit sincère, c'est-à-dire qu'on s'engage à le faire ensuite. Et ça, c'est encore une autre étape. Je voulais juste compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu as posé la question de dire mais qui peut faire remonter les choses, etc. Je pense que sur notamment la question de médiation, c'est ce côté d'inclusion numérique, il faut absolument mettre plusieurs métiers autour de la table, et notamment celles et ceux qui conçoivent les services de demain et les services du numérique. Parce que, ça paraît complètement dingue, on peut réserver un hôtel à l'autre bout du monde, dans une ville que tu connais pas, etc., en 20 secondes, avec ton mobile, etc. Savoir, des fois, l'horaire de la piscine, du coin et machin, ça devient super compliqué. Non, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire que quand on pense le service, il faut vraiment mettre tous les acteurs autour de la table, l'usager, bien évidemment, mais aussi tous les corps de métier qui viennent travailler sur cette question-là. Parce que finalement, on va toujours accompagner les usines à gaz qu'on aura créées précédemment. Il faudra toujours des accompagnants tout le temps parce qu'il va falloir toujours accompagner le truc machin, etc. Alors qu'il y a des fois des choses qui peuvent être faites beaucoup plus simplement. Et ça, je pense qu'il faut qu'on mette tout le monde. Je le dis en tant que délégué, mais c'est comme toi. Sur le délégué du numérique, on a en charge plusieurs branches de services. Et quand je le dis, j'en prends également conscience. Il faudrait avoir des DSI aussi, des directeurs des systèmes d'information autour de la table avec nous, là, ici, aujourd'hui. Et pas que la branche cohésion sociale, solidarité, CCAS, etc. Il faut qu'on ait ces collègues-là écoutent ce que l'on dit et ce qu'on vient de partager tout à l'heure, que les mots de passe c'est compliqué, qu'il faut faire des services plus facilitants, etc. Voilà. Je dis juste un dernier point. On peut le voir, comme ça a été dit tout à l'heure, de façon un peu négative, à critiquer ce qu'on fait, etc. C'est assez franco-français d'ailleurs aussi dans notre approche. Mais il y a aussi des choses, tu l'as dit, il y a des choses positives qui se font. On fait des trucs bien aussi, il y a des trucs qui marchent, tout n'est pas noir. Mais des fois, il faut savoir aussi aller chercher, avec beaucoup d'humilité, la question éducative, par exemple. Et ça rejoint la question d'inclusion. Moi, je me pose beaucoup de questions sur la question du numérique éducatif. Et à ces questions-là, soit on y va au doigt mouillé, au ressenti, à ses références, etc. Ou alors on fait aussi appel à la recherche. Et je regarde Pascal, puisqu'on a fait appel à lui pour avoir des équipes de recherche sur du temps long, pour venir observer les pratiques pédagogiques, qu'elles soient sur les enseignants, c'est une chose, mais également les relations parents-enfants. Ça a été dit là tout à l'heure, je ne sais pas qui est intervenu là-dessus, sur la question parents-enfants. Comment les choses s'imbriquent, comment elles se font, comment on se crée cette culture numérique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et généralement, les collectivités et les politiques font peu appel finalement à l'ensemble de ces recherches et de ces études. Moi, si je fais ça, c'est pas pour avoir une thèse qui va faire ça comme pavé et qui va servir ensuite à caler un bureau branlant. C'est de puiser là-dedans pour dessiner les politiques de demain, véritablement. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va se congratuler un petit peu. C'était un peu le pari du Lab Accès, de travailler à la fois sur l'accompagnement scientifique d'un côté et sur des expérimentations de terrain de l'autre, déjà pour ne pas réinventer le chaud, entre guillemets, et bien aussi pour aller gratter de manière sensible des choses qui apparaissent aussi de manière un peu globale. Le principe justement du Lab Accès, et c'est pour ça que ce soleil un peu qui a été choisi comme symbole, c'est justement d'être optimiste. Et d'essayer d'avancer sur des expérimentations réelles visant à améliorer un
un certain nombre de choses, ou à réutiliser justement des choses qui fonctionnent bien. Par ailleurs, et donc c'est un projet qui effectivement est piloté par la DRJSCS, donc l'État et la région Bretagne. Donc on a déjà aussi, et on arrive ici, je trouve, à faire collaborer beaucoup d'échelons et beaucoup d'acteurs, et effectivement pas que du social, même s'il manque les dimensions techniques. Michel. Juste pour compléter ce que disait Laurent tout à l'heure, sur le design des applications, c'est ce que dit Dominique Pasquet, c'est que les gens soi-disant éloignés du numérique, avec le Bon Coin, ils n'ont aucun problème. Ouais. Mais ils ont des problèmes avec le RSA en ligne, avec les impôts en ligne, etc. Et où est le problème? Le problème est dans la conception et le design. Et je pense qu'il faut aussi que les gens qui développent des systèmes d'information se mettent à l'écoute et puis co-design. Et le point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est qui fait le lien avec la première intervention sur les communs. On a besoin, je pense aussi, d'inventer une économie hybride. Quelque part, le système capitaliste nous propose Google. Mais les gens qui vont aux ateliers Google, c'est plutôt les commerçants ou des gens qui sont déjà à l'aise et qui vont avoir des compléments. Ce sera vérifié, mais c'est un peu l'intuition que j'en ai. On a aussi les services publics qui font un peu ce qu'ils peuvent. Et dans la pratique, moi sur Brest, j'ai plein de bénévoles. J'ai une personne qui anime 15 ateliers par an. On a plein de gens qui sont d'accord pour participer. Et en particulier dans les quartiers populaires, comment valoriser l'entraide entre les jeunes qui vont aider les aînés ou quelqu'un qui va aider sa mère ou son père, et trouver des systèmes dans lesquels on pourrait valoriser l'implication bénévole des personnes. Nous, par exemple, sur Brest, à un moment donné, on envoyait à Autran, on proposait un voyage à Autran sur les rencontres du numérique à des personnes qui s'étaient impliquées là-dedans. Donc il y a plein de façons de valoriser l'implication des personnes, et je crois qu'il faut que, dans un contexte budgétaire difficile, imaginer des formes hybrides dans lesquelles on soutient l'implication de personnes qui souhaitent le faire, et qu'on les valorise. Très bien. Merci Michel.